Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous nous suivez. Très heureux d'être avec vous, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial et vous allez le découvrir. Il a écrit un livre tout à fait particulier parce que lui-même a été un ancien Premier ministre, mais aussi ministre des Finances bien avant. Le livre s'intitule Congo-Zaïre, les coulisses du pouvoir sous Mobutu, témoignage d'un ancien Premier ministre. Et vous allez peut-être le découvrir, il s'appelle Évariste Mabi-Moulumba. Professeur Mabi-Moulumba, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, vous n'avez pas l'habitude de parler, mais vous avez pu quand même avoir l'occasion d'écrire Congo-Zaïre, les coulisses du pouvoir sous Mobutu. Mais vous êtes économiste. Vous devriez normalement écrire un livre sur l'économie. Pourquoi avez-vous choisi de parler des coulisses du pouvoir sous Mobutu? Est-ce qu'il y a un lien entre le pouvoir et l'économie sous Mobutu? Est-ce qu'il y avait un lien? Pas sous Mobutu. De tout temps, il y a un lien étroit entre le pouvoir et l'économie. Parce qu'en fait, le pouvoir dirige un pays. Ce pays ne peut être dirigé sans la production des biens et services pour satisfaire aux besoins de la population. Donc l'économie joue un rôle important. Et dans ce cas précis, c'est que nous avions connu assez bien de crises. Il fallait maintenant, d'après Mobutu lui-même, comme vous allez le découvrir dans mon livre, il disait qu'il n'y avait pas de problème politique, il n'y avait que de problèmes économiques. Ce qui expliquait qu'à un certain moment, son choix s'est porté sur moi, étant économiste. Mais en réalité, on ne peut pas faire l'économie sans faire la politique à la fois. Alors dites-nous un peu, professeur, comment vous êtes entré dans la politique au Zaïre? On parle aujourd'hui du Congo, mais c'est à l'époque c'était le Zaïre. Disons qu'à l'époque, je le signale dans mon livre, nous étions dans un parti-État. On disait, vous êtes du parti, vous pouvez, que vous le vouliez ou non, vous êtes du mouvement populaire de la Révolution. Donc personne ne pouvait faire le choix. C'était un parti-État qui comprenait tout le monde et par conséquent, on pouvait faire un choix sur vous sans nécessairement vous consulter. Et je le signale dans le livre, au moment où j'ai été nommé au bureau politique d'abord du mouvement populaire de la Révolution, je n'étais pas au courant, j'étais même en voyage. C'est alors qu'on m'a appris, qu'on m'a nommé au sein du bureau politique. Non pas que j'étais en fait étranger au fait que le président Mobutu je n'avais pas de contact avec lui, mais il a eu l'occasion de me connaître au cours d'une conférence. Il avait invité un professeur de l'Université libre de Bruxelles, M. Beauvoir, pour faire une conférence ici au pays. C'était son invité. À cette conférence, il y a assisté. Et cette conférence portait également sur la crise du système monétaire international. C'était en 1971. Et à cette occasion, j'ai eu à poser une question au professeur Beauvoir. C'est alors que Mobutu, comme il a reçu les professeurs après, c'est alors qu'il m'a demandé de venir le voir et qu'il allait recevoir une mission du Fonds monétaire. Il aurait bien voulu que je sois à côté de lui en ce moment-là. Mais je n'avais aucun contact au départ avec lui. Mais n'empêche que ce rendez-vous l'avait raté. Parce que l'officier de rance avait oublié de me signaler quand la mission du Fonds est arrivée. Ce n'est que 4 ans après qu'il s'est souvenu quand il formait le bureau politique. Il a insisté pour que je figure. Et dans votre livre, vous parlez de votre rencontre avec Mobutu. Vous avez trouvé un autre Mobutu qui est celui que vous voyez à la télévision. Non, la rencontre, c'est-à-dire quand il m'a nommé, oui, je suis allé le voir. Oui, quand vous êtes allé la voir chez lui, vous avez trouvé un autre Mobutu, vous l'avez dit? Non, disons, vous découvrez une personne autre que la personne qui apparaît dans les médias, dans la mesure où Mobutu paraissait comme un homme très fier de lui, impénétrable. Mais en le voyant, il a parlé de moi, il a parlé avec moi d'une manière assez simple où il me disait, j'ai besoin de vous, le président seul ne peut rien. Si je vous ai nommé, c'est pour m'aider justement à résoudre les problèmes. Voilà cet aspect que j'ai pu relever de lui. Alors, le 30 octobre 1986, vous êtes nommé ministre des Finances et au mois de janvier 1987 comme Premier ministre. Alors, parlez-nous un peu de ce passage dans votre gestion des finances publiques. D'abord comme ministre des Finances. Disons d'abord, avant que je sois nommé ministre des Finances, j'étais déjà membre du comité central. Et au comité central, nous avons eu l'occasion
de recevoir le Premier ministre qui vient expliquer l'exécution du programme du gouvernement. C'est à cette occasion où la discussion s'est engagée sur l'application du programme avec le Fonds monétaire international. Mais à cette époque-là, M. Kengo Wadondo était présenté comme le meilleur élève du FMI. Et alors, il est venu présenter le programme aux membres du comité central, mais en ce moment-là, le programme ne semblait plus marcher comme il faut. Dans la mesure où, lorsque nous avons analysé la situation, on a constaté que 50% du budget de l'État était consacré au paiement de la dette extérieure, sous l'impulsion du Fonds monétaire international. Voilà un peu le cas. Et quand nous avons relevé les faiblesses d'une telle situation, où nous avions constaté qu'en appliquant le programme avec le FMI, il y a eu un transfert négatif des capitaux. Quand vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, cela doit inciter à attirer les capitaux dans le pays qui est en programme. Contrairement à ce qu'on attendait, il y a eu plutôt une sortie de capitaux qui s'est élevée à plus d'1 milliard de dollars au détriment de l'économie congolaise. Pendant que les grands travaux n'étaient pas réalisés pour les infrastructures, ni le social était en quelque sorte rangé au second rang. Et par conséquent, on a relevé que les choses n'allaient pas. Alors le Premier ministre devait s'expliquer. C'est au cours de cette explication où en fait ce qu'il y a eu, moi je n'ai posé que des questions à caractère économique, notamment pour savoir où on en était avec l'exécution du budget d'investissement. Et le Premier ministre avait déclaré qu'on était à 30% d'exécution, mais sans oublier qu'après ça, c'est moi qui présidais la commission économique, on a appelé le ministre des Finances, qui était M. Diamboleka, pour lui demander le taux d'exécution du budget d'investissement. Et lui a parlé de 14%. Alors on s'est posé la question, mais celui qui coordonne, donc quand il y a réunion du Conseil, chacun a des documents différents sur le même sujet. Donc il y a eu une contradiction. Comment se fait que le Premier ministre parle de taux d'exécution de 30% pendant que le ministre des Finances parle de 14%? Mais en fait, ça l'a acculé un peu dans cet ensemble. Mais j'ai pu comprendre ce qui s'est passé. Quand je suis devenu, j'étais à la primature, j'ai constaté que quand le Parlement votait le budget, le Fonds monétaire considérait que ce budget était surréaliste parce que les parlementaires avaient cette habitude d'inventer, de trouver des recettes additionnelles qui rendaient le budget tout à fait impraticable, qui est surdimensionné. Et alors, quand on était en programme, le Fonds monétaire traçait un nouveau budget à l'intérieur de celui voté par le Parlement. Alors, j'ai compris que quand M. Kengo est venu, il est venu, lui, avec le budget convenu avec le Fonds monétaire, alors que le ministre des Finances avait pris le budget voté par le Parlement. D'où cette contradiction-là. Ça, c'est moi qui ai compris, parce que j'étais maintenant. Mais au moment où ça passait, les gens ne pouvaient pas comprendre cela. Voilà ce qui arrivait. Et vous, dans votre livre, vous parlez dans le passage de Kengo et ses dettes odieuses. Pourquoi parler des dettes odieuses? Non, je pense que le titre, c'est le Premier ministre Kengo et les dettes odieuses. En fait, ce qu'il y avait, on reprochait au Premier ministre Kengo de payer les dettes extérieures et de négliger les problèmes essentiels du pays. Alors lui, d'ailleurs, il a interpellé tout le monde en disant, voilà, ce n'est pas moi qui ai contracté ces dettes, je ne fais que rembourser. Ceux qui ont contracté ces dettes sont encore vivants, évidemment. Imaginez, c'était le président lui-même qui était en fait mis en cause. Et que lui, on ne peut pas lui reprocher. Alors, il a fait référence à un ouvrage qui venait de celui de Jean-Claude Willam, où on qualifiait les dettes congolaises de dettes odieuses. En fait, cet auteur se référait à un auteur allemand qui avait écrit sur les dettes contractées par le Troisième Reich du temps d'Hitler, pour dire, voilà, les dettes contractées par Hitler, qui était dictateur, dont ces dettes n'ont pas été consacrées au bien de la population peut refuser les payer, c'est ainsi que ces dettes étaient qualifiées d'odieuses. C'est ainsi que Kengo a fait allusion, vous savez, il y a un livre qui vient de sortir où les dettes congolaises sont considérées comme des dettes odieuses. Celui qui comparait la dette congolaise
à la dette contractée par Hitler pendant le Troisième Reich, c'était un auteur belge qui s'appelait Jean-Claude Willam, qui a été professeur à Lovanium autrefois. Lui n'a fait que faire allusion à ça. Alors c'est sûr que les politiciens sont tombés là-dessus en disant, voilà, il a comparé Mobutu à Hitler, alors qu'il est son premier ministre. Voilà le quelques malentendu qu'il y a eu. Alors, vous êtes, en venant, vous êtes devenu Premier ministre, et là, vous découvrez qu'en fait, au lieu de bénéficier des fonds venant de l'extérieur, la RDC commençait à exporter les capitaux. Voilà. Non, ce n'est pas comme ça. Le constat a été fait pendant que nous étions au comité central, pendant que le gouvernement Kengo exécutait le programme d'ajustement structurel. Les dispositions qui étaient prévues dans ce programme, ce qui faisait que le Fonds monétaire se présentait comme un recouvreur de dettes au profit des pays développés qui nous avaient prêté de l'argent. C'est ce qui a amené aussi la stagnation économique. Le gros du budget, 50% du budget consacré au paiement de la dette extérieure, c'est excessif. Par conséquent, les infrastructures et tout cela a été négligé. C'était quelque chose que l'on critiquait pour qu'on puisse le redresser. Ce qui a expliqué quand nous sommes allés, c'est moi qui étais à la tête de la délégation congolaise au Fonds monétaire, nous sommes allés justement pour inverser la tendance. Donc voilà en réalité ce qu'il en est. Et vous l'avez, dans votre livre, vous montrez comment vous avez expliqué effectivement à Mobutu dans différentes négociations où vous êtes parti, qu'effectivement la RDC exportait beaucoup plus de capitaux et ce qui vous a permis de pouvoir assez bien négocier par rapport non, disons que Mobutu le savait déjà, parce que c'était un constat fait au comité central que présidait Mobutu lui-même. Au moment où nous sommes allés aux négociations, j'ai précédé avec une délégation où il y avait M. Pai Pai, il y avait également le feu Sambo Apidabangui qui était ministre du Plan, et il y avait aussi Nimi Madikangimbi qui a été directeur du bureau du président. C'était déjà un élément de négociation quand nous sommes allés là, parce qu'après ça, c'est Mobutu lui-même qui a coiffé la suite des négociations. Donc, il ne découvrait pas. C'était quelque chose que nous avions. Maintenant, nous demandions au Fonds monétaire d'inverser la situation dans les négociations. Et en tant que Premier ministre à l'époque, est-ce que vous aviez des très bonnes relations avec Mobutu? Ça s'est passé bien. Pour être Premier ministre d'un président, vous devez entretenir de bonnes relations. De temps en temps, comme je le signale dans le livre, il y avait des points de mésentente sur certains points. Lui avait sa vision de certaines choses, mais moi, en tant qu'économiste, j'ai intervenu pour tel ou tel élément, disons que ce n'est pas... par exemple, il y avait les gens du parti qui avaient tendance à faire dépenser les fonds, alors que nous sommes en programme avec le FMI, où nous avions des critères précis à respecter, mais le politique ne le respectait pas, souvent sur ce plan-là. Et je le signale même dans le livre, où à un certain moment, quand je bloquais certaines dépenses, on essayait d'expliquer au président Mobutu que je privilégie plutôt l'aspect économique, j'oublie l'aspect politique et que toute l'économie repose sur la politique. Donc ça a amené un malentendu de temps en temps, un tiraillement. Donc avec Mobutu. Et avec d'autres collaborateurs aussi, est-ce que vous aviez des très bonnes relations? Non, moi j'étais chargé de coordonner les choses, mais de temps en temps je remettais à l'ordre tel ou tel ministre, il n'y avait pas de problème. Alors, dans vos différentes publications actuelles, vous avez l'habitude d'évoquer les problèmes d'électricité. Et dans votre livre, vous parlez également de ce problème d'électricité et tout ce qu'il y avait comme problème entre le barrage Mobaïmbongo, vous avez parlé également des barrages Katende, où l'on vous accusait de pouvoir, puisque vous êtes de Kananga, de vouloir privilégier les barrages de Katende, et on vous mettait un peu en contradiction avec Mobutu. Non, le problème n'était pas là. Vous savez, nous allons situer le problème à l'heure actuelle. Quand moi je suis entré au gouvernement, le barrage de Katende était déjà aligné par le gouvernement. Il y avait même des financements déjà trouvés, dont notamment des financements du gouvernement belge et de la Banque africaine de développement. Mais il y avait un autre barrage en concurrence avec le barrage de Mobaïmbongo, qui devait alimenter Badolite chez le président Mobutu et tout ça. Mais il y a eu un problème qui s'est posé. La Banque mondiale trouvait que le financement
de barrage de Mobaye n'était pas un financement concessionnel, c'était au taux d'intérêt du marché. Et c'était un barrage financé en partie par la Bergolaise, la banque belge Bergolaise, dont le taux d'intérêt était au-delà de 10%. Et Mobutu avait toujours des problèmes avec eux pour ce financement-là. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? À un certain moment, je n'aime pas citer les gens, à un certain moment, la SNEL a dû mettre en place ce qu'on appelle le schéma directeur de l'électricité. Ce schéma directeur consistait à alimenter le Bandundu, le Kasaï, partout où passe la ligne Inga-Chaba, comme on l'appelait à l'époque. C'est par le soutirage qu'on devait alimenter notamment le Kasaï, entre autres. Mais si on adoptait ce projet-là, par conséquent, on devait abandonner le barrage de Katende qui avait déjà trouvé financement pour appliquer le schéma directeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dû prendre les financements qui étaient réservés au sud de Katende pour les affecter à Mobaye Mboko. Mais alors que le schéma directeur n'était pas bien au point, on a eu à discuter avec le président pour essayer d'expliquer que ce qu'avance le patron de la SNEL ne correspond pas à la réalité. Où sont les études de faisabilité et tout le reste? Donc voilà la grande discussion qu'il y a eu. En fait, quel était comment le problème s'est posé? Quand on a opté pour le schéma directeur, on a dû abandonner tout ce qu'il y avait comme micro-centrale à mettre en place, donc Kakobona, Katende et tout le reste. On a dû faire tomber en disant maintenant on va appliquer le schéma directeur qui n'était pas encore opérationnel. Mais quand maintenant une mission congolaise est allée voir les bailleurs de fonds, les microcentrales étaient financées par les Allemands. La Belgique évidemment avait financé, financé aussi Katende. Et quand nos amis sont arrivés là, ils ont eu beaucoup de problèmes. Les partenaires ont dit voilà, vous n'êtes pas sérieux, vous nous donnez des projets, nous dépensons de l'argent pour des études, maintenant vous changez tout d'un coup au milieu. Donc, mais en fait, comme il y a eu ce problème-là, Mobutu a pensé que c'était moi qui avais travaillé les partenaires pour justement critiquer l'affaire, ce qui n'était pas le cas. Voilà en fait un malentendu qui pouvait avoir lieu. Alors je vous signale en passant que les fonds qui ont été envoyés en Mobaye a fonctionné à l'heure actuelle, il y a 0 MW. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas la culture de la maintenance. Donc voilà un peu un barrage qui a en fait préjudicié un autre qui devait se faire. Mais à l'heure actuelle, tout a été, en fait, je dirais, la maintenance n'étant pas été tenue, le courant ne sert à rien. Je pourrais faire la liaison avec un autre élément. C'est notamment le barrage d'Inga, puisqu'on me parlait d'électricité. Lorsqu'on a construit le barrage d'Inga, il y a eu Inga 1, qui a été conçu en 72, 350 MW. Inga 2 en 82, 1400 MW. Le total, 1750 MW. Depuis la construction, on avait négligé la maintenance, de telle sorte que de 1750 MW, on était tombé à moins de 1000 MW. Et quand maintenant il se pose les problèmes de rectifier, d'utiliser le courant dans le développement minier et d'autres, nous sommes en déficit. Voilà donc la mauvaise gestion. Enfin, je ne fais que résumer en quelque sorte. Voilà le problème que nous avons et qui pourrait expliquer à l'heure actuelle des délestages que nous vivons. Simplement. Mais quand on regarde, professeur, dans nos différentes discussions et également dans vos différentes notes que vous envoyez, professeur, et on sent que vous martelez même pour aujourd'hui dans la gouvernance qu'il faut travailler sur l'électrification du pays. Sur pas que je maintiens, mais c'est une nécessité à l'heure actuelle. Vous n'avez qu'à suivre de temps en temps, quand il y a l'issue de la réunion du gouvernement, on a insisté sur la diversification économique. La diversification économique, c'est que nous quittons de la production des matières de base pour maintenant aller sur le domaine de l'électrification, de l'industrialisation. Vous prenez le nouveau code minier. Dans ce nouveau code minier, il y a un article qui stipule que les exploitants miniers ne devraient plus exporter leurs matières, leurs minéraux sous forme brute et qu'on devait d'abord procéder à une transformation. Les miniers ont répondu, il y a un article dans le nouveau code minier. Les miniers ont répondu, nous sommes d'accord, mais il y a un déficit énergétique pour que nous puissions nous conformer à cette directive.
Et on peut calculer à l'heure actuelle, il y avait un déficit d'à peu près 800 mégawatts. Avec la dernière, la dernière centrale construite par les Chinois à Businga, il y a eu au moins 240 mégawatts de plus, ce qui aurait diminué un peu de 800 moins 240, mais néanmoins le déficit restera pour aller à cette phase-là. Vous allez remarquer un autre problème, c'est la structure de nos exportations. Vous prenez les mines, accessoirement le pétrole. Dans les recettes d'exportation, c'est 99%. L'agriculture, moins de 1%. Et le produit manufacturé, 0%. Or, la résilience de l'économie se situe dans les produits manufacturés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pourrons sortir du sous-développement et de l'instabilité, comment dirais-je, de nos matières de base, du prix de nos matières de base. Donc voilà, l'un des objectifs, c'est d'aller sur la phase industrielle. Et aussi longtemps que nous avons un déficit énergétique, cela nous éloigne d'une résilience de notre économie. C'est pourquoi il faut insister sur cet aspect-là. Alors, si je lis votre livre, vous parlez d'électricité, à ce qui se passe actuellement, on voit de l'autre côté, on a construit par exemple les barrages de Kakobola ou encore de Zongo. On a fait des études et on a construit, mais il manque aujourd'hui les transports. Non, c'est-à-dire que le problème maintenant qui se pose, c'est un problème de gouvernance. Comment peut-on envisager un investissement sans prendre toutes les phases? Donc, dans ce qui concerne le Zongo, on a privilégié le côté de la production, oubliant justement le transport et le réseau, parce que vous produisez le courant pour que les gens le consomment. Alors vous voyez, nous avons une telle potentialité dans un pays où les gens souffrent de manque d'électricité. Donc c'est une défaillance dans la gouvernance qu'il faut nécessairement évacuer. Et on ne pourra pas se développer, à proprement parler, stabiliser notre économie aussi longtemps que nous n'aurons pas réglé le problème de la production d'énergie. Donc pour vous, on peut aujourd'hui, si on veut résoudre ce problème partiellement, on peut tabler sur le transport du courant qui se trouve à Zongo et aussi à Kakobola, par exemple. Non, ça c'est question de corriger un investissement qui a été mis au point sans tenir compte de tous les aspects. Logiquement, vous mettez une entreprise en place, vous oubliez le segment essentiel, parce qu'en fait, vous produisez l'électricité pour que les gens le consomment. Mais si ça se perd. Et entre-temps, n'oubliez pas que ces investissements ont été faits grâce au recours à l'emprunt, ce qui signifie d'où je fais la liaison avec notre cessation de paiement dans ce qui concerne les paiements extérieurs. Par exemple, Inga a été construit, les deux phases, en recourant à l'emprunt. Mais alors, quand vous recourez à l'emprunt, il faut réaliser des activités qui permettent de produire des revenus pour pouvoir rembourser cet emprunt. Ce qui fait que normalement, par exemple, quand on a construit Inga 1, on n'a consommé simplement qu'une 15% de la production. Le reste allait dans le vide. Et à l'heure actuelle, évidemment, nous avons un déficit, alors qu'avant, il y avait un excédent en production. Et quand l'électricité... 15%, vous avez dit. Qu'on consommait dans la première phase. Et ensuite, quand on a construit Inga 2, qui a amené le courant, la ligne Inga-Katanga qu'on appelait Inga-Chaba, mais en ce moment-là, quand on a terminé la ligne, cette électricité devait servir à l'extension de la Gécamine. Mais entre-temps, la Gécamine est tombée en faillite. Ce courant-là est allé en l'air. Et vous pourrez voir la liaison qu'il y a. Vous prenez notre chemin de fer. Notre chemin de fer qui, le rôle essentiel était d'évacuer les minéraux. Il y a eu l'éboulement de la mine de Kamoto. Or, le gros de minéraux, c'est les minéraux de la Gécamine. Avec l'éboulement de la mine de Kamoto, ça fait qu'on ne produisait plus et la SNCC n'avait plus de quoi transporter. Ce qui explique sa faillite actuelle. Mais quand maintenant il y a eu, avec le nouveau code minier, il y a eu des investissements dans le domaine minier, en 89, 90, la capacité de production de la Gécamine était de 450 000 tonnes. Quand les mines de Kamoto sont tombées, qu'est-ce qui est le concentré de Kamoto et c'est explosé. Qu'est-ce qu'il y a eu? La production de la Gécamine a commencé à baisser
jusqu'à rester à l'heure actuelle dans les 22 000 tonnes ou quelque chose de pareil, alors qu'il produisait plus de 450 000 tonnes. Mais avec les nouveaux investissements, nous sommes à plus de 2 millions de tonnes. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Pendant qu'il y a eu cet éboulement de Kamoto, les producteurs de minerais, avec une quantité réduite, amenaient maintenant les produits par la route et non plus par le chemin de fer. La différence était énorme. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Lorsqu'il y a eu de nouveaux investissements, qu'on produit de plus en plus de diamants et de cobalt, maintenant tout part par la route, le chemin de fer meurt. Donc il aurait fallu maintenant commencer, évidemment je signale, qu'il y a eu à peu près un financement de 500 millions de dollars venant de la Banque mondiale pour réhabiliter la SNCC. Cet argent s'est dilué. Et entre-temps, nous sommes dépendants maintenant tout le long du rail. Il n'y a plus de... Est-ce que le train fonctionne d'une manière très limitée? C'est un peu ça les erreurs dans la mise en place des investissements. Et il aurait fallu maintenant, parce qu'à partir de ce moment-là, la population qui est traversée, ou les contrées traversées par le chemin de fer, n'ont plus le transport qu'il fallait. Mais je prendrais un autre exemple pour dire les boîtes qui tombent en faillite. Vous prenez l'Amiba. Le Kasaï oriental vivait essentiellement de l'Amiba. L'Amiba aussi, pour mauvaise gestion, l'Amiba s'est écroulé et virtuellement en faillite, si je peux dire ainsi. Mais alors ça fait que la population qui vivait autour commence à émigrer de là pour aller ailleurs. Simplement que l'Amiba aussi avait sa centrale de Tchala. Cette centrale était mal gérée aussi, et tout ça a fait que une ville comme Mbujimai, qui était en partie éclairée, j'espère que maintenant on a amélioré les choses, était tombée par manque de gestion appropriée. Alors, on va revenir sur l'actualité, professeur, on a un peu de temps. Alors, revenons sur les livres et l'interview de Fasson Souda. Vous êtes là, vous êtes arrêté parce qu'il en a. Et dans son interview que vous lui avez accordé, si on lit ce qu'il dit, surtout, contrairement à certains de ses prédécesseurs, il a aujourd'hui, après 5 mois d'exercice du pouvoir, la réputation d'être propre. Et aujourd'hui, Mabi Mulumba, on le sent également, c'est quelqu'un qui est à respecter, qui semble être monsieur propre. Vous allez me faire rougir. Ça, c'est l'interview de Fasson Souda. Oui, Fasson Souda a bien écrit cela, bien entendu. Et c'est ce qui a fait en sorte que... C'est cela qui a fait qu'il y avait maintenant malentendu entre vous et le maréchal Mobutu? Non, le problème le plus précis, ce n'est pas tellement cela. C'est, disons que dans cette interview, dit que Mobutu m'avait interpellé pour une raison très simple, en disant comment vous allez donner une interview sans que je sois informé. Moi, j'estimais qu'en tant que Premier ministre, je n'ai pas, pour donner une interview, je dois avoir l'autorisation du président. Mais il sentait qu'on l'attaquait peut-être. Mais sinon... Il n'y a rien eu. Personnellement, on a échangé avec lui. Je lui ai posé la question, Monsieur le Président, pouvez-vous m'indiquer le passage de mon interview là qui n'est pas convenable? Il dit non, l'essentiel c'est que vous ne m'avez pas averti. Et puis l'affaire s'est terminée là. Professeur, si on peut grimper un peu par l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez évoqué dans votre livre ce passage-là, les négociations avec les FMI. Aujourd'hui, autant d'années après, est-ce que nous sommes dans la même situation? Est-ce que ce qui se passait avant, ça se passe également aujourd'hui? Ou il y a une différence? Non, disons que même le Fonds monétaire lui-même a évolué. À l'heure actuelle, le Fonds monétaire ne peut pas nous pousser à avoir des transferts de capitaux négatifs. Donc, disons qu'ils ont évalué, même pour le taux d'intérêt qu'ils prenaient, par exemple, dans les facilités élargies de crédit, le taux d'intérêt est 0, pour essayer de faire utiliser ces ressources suite à des critiques. Mais le seul problème, c'est que le Fonds monétaire, premièrement, nous sommes membres du Fonds monétaire. Son rôle, c'est de financer les pays qui ont des difficultés de paiement extérieur. Par exemple, notre balance de paiement a tendance à aller au déficit. Pour quelle raison? Parce que nous exportons des matières premières. Et les prix des matières premières sont volatiles. Et quand nous avons maintenant une difficulté de paiement extérieur, nous devons recourir au Fonds monétaire pour pouvoir obtenir une aide qui améliorerait nos réserves de change. Mais seulement, il faut partir de l'idée que le Fonds monétaire a des conditions très strictes pour inciter, quand un pays recourt à l'emprunt, on se dit peut-être qu'il a mal géré. Le Fonds monétaire se mêle maintenant
dans la définition de votre politique économique. Et il n'est pas dit que c'est toujours dans le bon sens. Ne pensez pas au Fonds monétaire, il y a aussi des, comment dirais-je, des actionnaires les plus importants qui influencent la politique du Fonds monétaire. Donc le vrai problème, comme le Fonds monétaire maintenant commence à définir la politique avec vous, et que vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, vous n'avez plus de politique propre à proprement parler. Le Fonds monétaire vous indique la meilleure façon de gérer. Il se peut que ça ne soit pas la meilleure façon. Par exemple, vous prenez un cas, lorsque vous entrez en programme avec le Fonds monétaire, l'un des points sur lesquels le Fonds monétaire évite le croissant, par exemple, sont les rémunérations. Et souvent, on vous amène à dégraisser votre administration, de ne pas trop pousser sur les salaires, ce qui est au contraire au social. Donc, c'est ainsi que si vous aviez suivi dans le monde les pays qui étaient en programme avec le Fonds monétaire, il y avait souvent des révoltes parce que justement... Donc, ça veut dire concrètement que les fonds monétaires, ils ne veulent pas qu'on puisse... Parfois, ils ne veulent pas qu'on puisse beaucoup dépenser dans les salaires. Non, ça dit que les dépenses non productives, disons que le problème vous serait à ce que vous puissiez mettre vos fonds, d'ailleurs de faire la bonne gouvernance. Donc, la première chose, bien gérer. Et ils tendent vers là. Et par conséquent, ils ne favorisent pas le social en quelque sorte. Mais pour le moment, ça a évolué. Bon, je signale que le train est en train de passer assez vite, professeur. Alors, parlons maintenant du code minier. Puisque vous avez parlé là de l'aspect minéré. Vous êtes parmi les acteurs qui ont travaillé sur le code minier. Nous avions une mouture au niveau de l'Assemblée nationale et qui est tout à fait différente d'une mouture par exemple au niveau du Sénat. Vous y avez travaillé. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse basculer, par exemple, au niveau de pourcentage des taxes, des redevances, et également les plus-values, c'est-à-dire ce que vous avez fixé comme plus-value par rapport aux recettes à réaliser quand ça c'est plus. Et 50%. Pour les minéraux stratégiques. Non, disons que quand les documents viennent de l'Assemblée nationale, c'est la première phase. Mais le Sénat et le comité et l'Assemblée nationale incessamment se mettent ensemble pour des éléments nouveaux à intégrer. Donc on ne tient pas compte seulement de la seule façon dont l'Assemblée nationale a apprécié tel ou tel problème. Il peut y avoir un élément nouveau que le Sénat apporte. C'est dans ces conditions-là où, en fait, quand on a discuté du code minier, les miniers ont beaucoup plus été invités au Sénat pour donner leurs avis que c'était le cas à l'Assemblée nationale. D'où il fallait... ce n'est pas une différence, le document est le même. Une fois qu'il y a une différence entre les deux, nous faisons une commission mixte paritaire pour aplanir les divergences éventuelles. Mais dans les discussions, professeur, ces chapitres, vous n'avez pas beaucoup en parlé. Aujourd'hui, les recettes augmentent. Il faut quand même reconnaître que le Sénat avait fait quelque chose. Il faut que la République vous soit reconnaissante parce que c'est au niveau du Sénat, dans la globalité, que vous avez lutté pour faire augmenter ces redevances. Aujourd'hui, le pays en bénéficie. Non, l'augmentation des recettes ne vient pas seulement de la redevance, c'est de l'ensemble de l'activité minière. Simplement, disons que le code... Donc vous avez joué un grand rôle, professeur. Non, c'était un travail collectif. Effectivement, un collectif, mais vous avez joué quand même un grand rôle. Non, disons, il faut partir de l'idée... Je parle du collectif, professeur. Oui. Le collectif dont vous parlez a joué quand même un grand rôle. Et aujourd'hui, on sent que les recettes sont en train d'augmenter. Il faut quand même que la République vous soit reconnaissante, professeur. Oui, il ne faut pas chercher l'histoire de reconnaissance. Mais le plus précis, vous n'avez qu'à voir qu'il y a eu une mutation pour le code minier, et il a fallu améliorer certains des aspects. Par exemple, dans ce code minier, il y a quelque chose d'anormal où l'on commençait par amortir la première année d'exploitation, les immobilisations étaient amorties à raison de 60%. Les dépenses de recherche et développement, on les amortissait en 2 ans. Ce qui fait que le bénéfice n'apparaissait pas. Pour quelle raison je ramène ces aspects? C'est que ces entreprises minières travaillent dans les concessions de la GECAMIN. Et la logique de départ était qu'on pouvait développer la RDC grâce aux mines. Les partenaires disaient que la GECAMIN bloque les concessions. Par conséquent, ils ont milité pour qu'on ouvre les concessions de la GECAMIN pour mettre en place des partenariats
qui permettrait à la GECAMI d'avoir un dividende et même de payer l'impôt à l'État. Mais alors, quand on a ouvert, le système mis en place allait à l'encontre des avantages du pays, même dans l'ensemble. C'est-à-dire que les miniers, la Banque mondiale a demandé à ce qu'on ouvre les vannes, et le pays a ouvert le van, mais c'est les miniers qui, au lieu d'apporter leur propre argent, ils sont allés mettre en bourse et ils ont pris des emprunts pour pouvoir fonctionner. Non, ça c'est leur droit d'aller en bourse. C'est à nous. Mais ils ont amené l'emprunt au lieu d'amener les capitaux. C'est à nous-mêmes à savoir défendre nos intérêts. Vous prenez, quand on a créé des entreprises, je prends une des entreprises en place. Au départ, il y a eu une répartition au capital. La GECAMINE 45%, le partenaire 55%. La GECAMINE a amené le gisement, tandis que les partenaires ont amené les ressources financières ainsi que la technologie. Ça, c'était la première négociation. Mais avant que cette entreprise entre en fonction, ça change. La GECAMINE 20%, le partenaire 80%. Alors que le partenaire, et puis ce qui était anormal, on n'avait pas évalué le gisement qu'apportait la GECAMINE. C'est ce qui a dit qu'officiellement, nous avons accepté le pillage de nos ressources. Et mais vous l'avez évoqué dans votre livre, il y a rien de ça, beaucoup perdu comme ça. Oui, mais c'est pour cette raison, quand il y a eu à renégocier, on a tenu compte de cet élément. Et je prends même la Banque mondiale, c'est l'expert de la Banque mondiale qui présidait aux négociations pour le Code de 2002. Mais la Banque mondiale elle-même a fini par reconnaître, en sortant un rapport en 2016, montrant que le Code minier avait fonctionné d'une manière non équitable. Et en même temps, on a accepté, ils ont appuyé la révision du Code minier. Et les miniers eux-mêmes étaient contre parce qu'ils faisaient déjà des bénéfices. Mais en ce moment-là, la Banque mondiale était maintenant du côté de défendre les intérêts de la RDC. Voilà Et c'est ce rapport-là de 2016 que vous êtes servi également au niveau du Sénat pour pouvoir changer les choses Non, le rapport est venu appuyer. Parce que dans le Code de 2002, il était prévu de réviser le Code au bout de 10 ans. Et en fait, c'était en 2002 qu'on a promulgué le premier Code, mais il fallait maintenant que ce soit en 2012. Or, on est venu réviser en 2018, où les autres ont continué à bénéficier des avantages au-delà du délai. Bon, avant-dernière question, professeur, aujourd'hui, les recettes augmentent et par le travail qui a été fait dans la révision du Code minier, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui heureux? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, oui, il est intelligent, pas même vous-même, hein, il y a d'autres professeurs également, vous êtes assez intelligent, vous n'apportez rien pour la République. Le Code minier que vous avez révisé aujourd'hui apporte des résultats. Est-ce que vous vous sentez satisfait? Vous n'apportez rien à la République. Pour moi, on ne peut pas me dire ça. J'ai formé combien de gens dans ce pays? Comment voulez-vous que quelqu'un soit assez aveugle pour chercher, pour apporter? Le fait d'avoir formé les gens, c'est déjà important. C'est un apport pour la République. Et pour le Code minier? Comment? Mais non, le Code minier, ça fait partie d'un apport qu'on apporte. Le Code minier, ce n'est pas moi qui l'applique. Mais maintenant, il faut voir comment on gère. Il ne faut pas... Nos amis, nos frères ont souvent des raisonnements biaisés. Oui. Il faut quand même... C'est ce que vous évitez la polémique. Vous avez non, il n'y a pas de polémique avec quelqu'un qui ne comprend rien. Comment voulez-vous? C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé sur ce Code minier. Non, je n'ai pas besoin qu'on me vante pour avoir travaillé. Je n'étais pas le seul. Oui, dans votre équipe, vous étiez quand même le président de la commission ECOFIN du Sénat. Oui, le président de ECOFIN n'est pas le seul qui travaille. C'est un travail collectif. J'étais dans une institution, on est arrivé à ça. Vous prendrez le cas, j'ai été 17 ans président de la Cour des comptes. Nous avions fait une série de rapports et compagnie. Et que si on ne les applique pas, ça devient le problème de la Cour des comptes. Parce que quand vous lisez les textes, la Cour des comptes fait le rapport, mais transmet à l'autorité de tutelle qui doit prendre la décision. Vous avez la même chose en ce qui concerne le Parlement. Le Parlement vote par exemple la reddition des comptes avec des recommandations que le gouvernement doit pouvoir appliquer. Si on n'applique pas, évidemment le Parlement a ceci comme autorité, il peut sanctionner le gouvernement. Tandis que la Cour des comptes ne peut pas sanctionner les personnes, mais donne symbole clair pour lutter, pour améliorer la transparence. Oui, professeur, vous savez, je vous ai dit au départ que 45 minutes, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Alors, dernière question, professeur. Congo Zaïre, les coulisses du pouvoir sous Mobutu. Est-ce que vous pensez que les choses ont vraiment changé entre les coulisses du pouvoir sous Mobutu
et aujourd'hui? Je pense l'époque Kabila, les pères, Kabila les fils, et aujourd'hui Tshisekedi. Les coulisses, est-ce que c'est resté les mêmes? Non, ne m'amenez pas à faire un raisonnement. Les problèmes ont beaucoup évolué. Je tiens à préciser qu'au temps de Mobutu, il n'y avait pas d'élection. Mais maintenant, il y a eu l'ouverture. Mais en ce moment, la responsabilité, c'est une responsabilité de toute la population. C'est vous qui élisez ceux qui vous gèrent. Mais voilà, autrefois, c'est Mobutu qui nommait directement tel ou tel, alors qu'à l'heure actuelle, ceux qui nomment le gouvernement, le président négocie avec les chefs de parti. Donc c'est devenu une responsabilité partagée. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Oui. Donc la population a sa responsabilité dans... Je termine avec cette question que je trouve assez importante. Lors des dernières élections, vous avez refusé de vous présenter parce qu'on vous demandait l'argent. Donc le prof Mabi n'aime pas la corruption. Mais qui aime la corruption? C'est la corruption qui empêche les pays d'avancer. Ou parce que vous n'avez pas d'argent? Non, ça c'est trop dit. Vous n'avez pas d'argent. Donc même si vous avez l'argent, vous devez le gaspiller. Mais je vous pose la question. C'est un domaine très important. Les pays où il y a la corruption, les choses n'avancent pas. Même c'est avilir un peu le citoyen. Tout le monde doit pouvoir lutter contre la corruption et non pas l'accepter. Mais quand les gens disent vous n'avez pas donné l'argent parce que vous n'en avez pas, supposons que je n'en ai pas. Mais est-ce que je dois donner gratuitement l'argent à quelqu'un qui est élu pour défendre la population? Maintenant, vous commencez à favoriser la corruption. Et aussi longtemps que vous laissez la corruption, nous n'allons pas nous développer. Oui. Vous l'avez bien senti, on a très peu de temps, alors qu'il a encore beaucoup de choses à dire, alors qu'on n'a vraiment pas, nous ne sommes pas rentrés dans son livre, alors qu'on n'a pas encore parlé de l'actualité, et comparé l'actualité à ce qui s'est passé, mais bon, le temps est le temps. Et professeur, nous vous disons merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. J'espère qu'on pourra avoir un autre temps prochainement pour qu'on essaie un peu de parler davantage de votre livre. Ok, non, je vous remercie. Je disais justement que ce livre était une interpellation pour donner l'information à ceux qui dirigent pour qu'ils ne répètent pas les erreurs du passé. Donc ce n'est pas fait au hasard, mais parce que dans notre pays, on n'intègre pas souvent l'importance de l'histoire. Quand vous laissez l'histoire de côté, vous n'allez plus avancer. C'est à partir de l'histoire qu'on arrête les nouvelles mesures pour rectifier les choses. Voilà l'importance qu'il y a. Merci à vous et la suite au prochain numéro.